Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 11 novembre 2022. On vient de vivre une semaine spectaculaire. Vous le verrez après sur le point sur les asset classes de la semaine. C'est absolument hallucinant. Hallucinant sur les marchés boursiers. Hallucinant tout ça à cause d'une seule chose. Vous le savez déjà, le CPI. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé cette semaine et pourquoi on en est là et où est-ce qu'on va potentiellement. On peut toujours faire des théories. Mais c'est vrai que ça reste extrêmement mystérieux puisque depuis quelques heures, le marché est donc passé définitivement du côté des Jedi. Le côté obscur de la Force est en train de se faire littéralement massacrer depuis quelques heures puisque depuis hier après-midi, il n'y a plus aucun problème et tout va bien sur la planète Terre. On est pratiquement en train de renverser le problème du changement climatique et tout est formidable. Donc la semaine a commencé principalement en roue libre, puisqu'on avait les midterm selections aux États-Unis. C'était quand même le point important de ce début de semaine. On était très concentrés sur ce sujet-là et tous les marchés mondiaux étaient complètement scotchés sur les résultats des élections des midterms, y compris le SMI, y compris la Suisse, puisqu'on n'y fait pas exception. Donc ce résultat des midterms était très important parce que on savait que potentiellement, d'après les derniers sondages, on avait une chance que les républicains, enfin une chance, on avait une possibilité que les républicains reprennent la main au niveau du Congrès et par rapport à ça, ça aurait amené une solution de gridlock et de rediscussion du plafond de la dette qui de toute façon aurait été monté plus tard parce qu'on n'a pas le choix. Mais globalement, c'était un petit peu le sujet intéressant parce que chaque fois que les républicains reviennent au pouvoir, c'est plutôt positif et en plus, après chaque midterm, quand les républicains gagnent, et c'est encore mieux pour les marchés boursiers. Donc on savait qu'il y avait encore un espèce d'imbalance sur le côté du Sénat, mais par contre au niveau du Congrès, c'était plutôt garanti que les républicains allaient gagner. On s'attendait d'ailleurs à une victoire tranchante du côté de Trump qui pourrait en profiter pour annoncer quelque chose de mystérieux comme ça, le fait qu'il se présente comme président dans 2 ans. À partir du 15 novembre, c'est ce qu'il nous a annoncé déjà. Il va se présenter, il va annoncer quelque chose de très intéressant le 15 novembre. Alors à moins qu'il se retire de la politique, je vois pas quoi d'autre, mais bon, on verra bien quel est le suspense qui nous fait monter. Mais en tous les cas, on s'attendait à une victoire marquée des Républicains. Et puis, eh bien, en fait, non. En fait, non, le marché a commencé à baisser dans la foulée de tout ça, parce que finalement, les Républicains ont gagné. Ils ont gagné le Congrès, mais ça se joue à pas grand-chose. Et donc, ils n'ont pas une majorité assez grande. Alors, ça n'a pas été spécifié la veille. On savait pas qu'on avait un minimum de majorité à avoir. Mais là, en l'occurrence, c'était une grosse déception, entre guillemets. Et du coup, les marchés se sont dégonflés, parce qu'en plus, le Sénat est vraiment pour l'instant match nul. Ils n'ont toujours pas réussi à dépouiller certains États, et donc on est 48-48, et pour l'instant, on ne sait pas qui va gagner le Sénat. Alors c'est clair que si les Républicains gagnent le Sénat, ça va redonner encore un peu plus de baume au cœur au bull market qui a pris le pouvoir depuis jeudi après-midi, puisque jeudi après-midi, eh bien, le CPI est sorti. Donc, si on résume tout ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans le Morning Bull Live, mais le CPI était meilleur qu'attendu, donc l'ensemble des marchés ont explosé à la hausse. Alors, vous verrez un peu dans ce Swiss Bliss, je vais moins parler d'actions parce que finalement, quoi qu'il se soit passé durant la semaine, à la fin de la semaine, jeudi et vendredi, tout a explosé. Tout est parti à la hausse parce que le CPI, l'inflation est sous contrôle. Donc à partir de là, tout ce qu'on a pu se dire, se raconter ou s'imaginer lundi, mardi, mercredi, eh bien on pouvait tout jeter à la poubelle parce que c'est parti dans l'autre sens. Vous verrez tout à l'heure, c'est le cas par exemple sur Swatch qui s'est fait taper sur le crâne en début de semaine mais qui termine quand même au plus haut de la semaine parce que le CPI. Donc du coup, on a vraiment eu un marché qui était assez particulier et qui n'était pas vraiment concentré sur les actions en elles-mêmes, sur les sociétés. Alors ça fait un moment que ça dure, puisque vous l'aurez compris depuis quelques semaines, voire quelques mois, la seule préoccupation que le monde de l'investissement a, c'est de savoir ce que va faire la Fed. Donc aujourd'hui, on y voit un peu plus clair. On sait que la Fed va probablement devoir avoir un discours moins au quiche au mois de décembre. Probablement, je dis, parce que ça fait quand même la même réflexion qu'on se fait depuis juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre.
Donc normalement, on ne devrait pas se tromper cette fois. Normalement, en décembre, la Fed devrait être moins au quiche. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas monter les taux. Ça veut dire qu'ils seront moins au quiche. Parce que pour l'instant, l'inflation, c'est un peu le truc qu'il ne faut pas non plus trop laisser de côté. Hein, parce que vous tournez le dos, puis paf, elle vous attaque par derrière. Donc vraiment, il faut faire attention. Donc ils vont continuer à probablement monter les taux, mais moins. Et puis ils auront un discours toujours au quiche, mais moins. Et donc globalement, c'est plutôt encourageant pour les marchés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se pose plus aucune question. Et quand on regarde la photo globale, tout ce qui nous faisait peur finalement ces derniers temps, les chaînes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, les potentielles guerres entre Taïwan et la Chine, les tensions entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, le fait que Biden est en train de se fâcher à peu près avec tout le monde sur la planète, les rumeurs que l'Iran pourrait envahir l'Arabie Saoudite, les tensions sur le pétrole, le risque que le pétrole puisse monter encore beaucoup plus haut ces prochains temps, etc., etc. Le fait que la crise énergétique nous guette, que cet hiver on va devoir porter fourrure polaire et col roulé pour ne plus jamais sortir parce qu'il fera beaucoup trop froid, le fait qu'on aura des coupures d'électricité, que je vais devoir vous faire ces Swiss Bliss et ces Morning Bull Live à la lueur de la bougie. Et quant au sujet de me connecter au Wi-Fi et de pouvoir me downloader sur le net, ça va prendre encore plus de temps. Il faudra que j'ai trouvé un internet café quelque part à 800 km à la ronde qui, eux, ont encore de l'électricité et du Wi-Fi. Donc, on n'est pas dehors de l'auberge, il n'y a rien qu'à changer. On a vu quand même que durant cette semaine, on a eu quand même beaucoup d'annonces de la part des techs, surtout qui continuent à licencier massivement. On a encore vu Meta Platform il y a 2 jours avec 11 000 licenciements. On a vu que les autres qui ne licenciaient pas pour l'instant, ils ont fermé les engagements. Donc on a quand même un shift assez majeur au niveau de l'emploi. Et on sait qu'inévitablement, il y a quand même un risque relativement élevé qu'à un moment donné, si tous ces gens se retrouvent au chômage, alors effectivement l'inflation va baisser, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver en récession. Alors on sait bien qu'aujourd'hui, la récession ne nous fait plus peur puisque la Fed a compris comment fonctionnait l'économie et qu'à partir de maintenant, ils ont réussi à maîtriser l'inflation, ils vont la ramener à la niche, coucou panier, on va redescendre gentiment entre 2 et 3%. J'ai juste fait le calcul tout à l'heure, 0,4% de baisse par mois, ça fait qu'on sera plus ou moins au target de 2,5-3% de la Fed en décembre l'année prochaine. Mais ça, on en reparlera pour l'instant. Donc pour l'instant, ils vont devoir ne pas relâcher l'effort. Mais bon, on est tranquille, l'inflation est maîtrisée, donc il n'y a pas de raison que l'économie parte en récession parce que God bless America, l'économie américaine est super forte et tout va très très bien partout. Donc du coup, les gens sont plutôt rassurés et on ne se pose plus trop de questions. Du coup, on est en train de se lâcher un petit peu au niveau de la Fed. On verra vraiment ce qui va se passer ces prochaines semaines. Évidemment, il y aura encore beaucoup de chiffres, puisque à la fin du mois, il y aura de nouveau les non-farm payroll, il y aura de nouveau le CPI en début du mois de décembre, puis il y aura de nouveau un meeting de la Fed avec cette fameuse décision. Mais comme on ne parle que de ça, malgré le discours de la Fed d'il y a 1 semaine et demie en arrière, aujourd'hui, eh bien, on est évidemment en pleine euphorie et on se dit que cette fois, on a compris. Voilà, donc la seule chose qu'il faut retenir sur cette semaine, c'est d'espérer que cette fois, on ait vraiment compris, parce que si c'est pas le cas, ça risque de faire bobo dans quelques semaines. Mais enfin, c'est pas la première fois, et vous le verrez après sur les graphiques, c'est pas non plus encore évident qu'on soit sorti de l'auberge qui est au fond du trou, au fond de la forêt, donc c'est pas encore tout complètement gagné. Il y a un truc qu'il faut aborder aussi cette semaine, c'est l'effondrement du secteur crypto. Alors on n'en parle jamais d'habitude dans ce Swiss Bliss, parce que de toute façon la crypto c'est pas le sujet du moment, mais en gros cette semaine il y a eu donc l'affaire FTX. FTX, la société, un des plus gros exchanges de crypto-monnaies qui est parti en vrille parce que son patron s'est laissé embarquer dans les marges. Il a mal maîtrisé le risque, il a utilisé l'argent des clients pour essayer de se sauver les fesses. Binance a essayé de les racheter, mais finalement, vu le merdier que c'est à l'intérieur, ils ont renoncé. Bref, le FTT, qui est le token de FTX, s'est fait défoncer le crâne, et ils ont emmené à peu près tout le secteur de la crypto avec eux, et tout est parti en vrille. En tout cas, ça c'était mardi, mercredi, jusqu'à hier. Hier, il y a pas mal de trucs qui sont remontés, parce que l'inflation, donc c'est assez génial quand même, parce que ce truc, cette inflation, ça peut régler tous les problèmes. Retour de l'être aimé, vous avez votre voiture qui est en panne, boum, inflation. Vous avez des fuites à la maison, boum, inflation. Vous avez une déception amoureuse, boum, inflation. C'est pas grave, c'est le meilleur des médicaments contre tout. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas tout exploré les excellentes possibilités qu'on a sur l'inflation et tout ce qu'elle pourrait guérir aussi à l'avenir. Donc ça a même un peu soulagé le marché des cryptos en fin de semaine. Le Bitcoin est quand même vachement mal barré puisqu'il a cassé les 18 000. C'est quand même inquiétant en termes de rupture de support. On se traite autour de 17 000 et des poussières, mais c'est pas évident. Les techniciens disent que ça doit aller quand même beaucoup plus bas. Moi, j'ai toujours un target à 12 500 sur le Bitcoin, alors purement technique, mais ça vaut ce que ça vaut. Bon, bref, pour l'instant, il y a un peu une grosse démission et une grosse déception parce que monsieur SBF, Sam Bankman-Fried, qui était quand même juste le héros
de la crypto ces derniers temps parce qu'on a l'impression qu'il était immunisé contre toute la baisse qu'on a vécue depuis une année. Et finalement, eh bien non, il est un peu dans la même merde que les autres. Et c'est vrai que quand on écoute ses commentaires sur le thread Twitter qu'il a fait aujourd'hui pour expliquer c'était toute sa faute, mea culpa, mea maxima culpa. D'ailleurs, le mea culpa et mea maxima culpa, c'est très à la mode en ce moment parce qu'on a eu Zuckerberg qui a expliqué l'autre jour que s'il licencie 11 000 personnes, c'était de sa faute. Bah, les 11 000 personnes doivent être super contents d'apprendre qu'il a fait son mea culpa. Enfin, toujours est-il que SBF a fait également le sien. Ça nous fait une belle jambe. Et ceux qui avaient du FTT, bah, ils ont perdu quand même 85% sur la semaine. Et ça fait pas plaisir et ça met en doute pas mal de choses. Ça ne devrait pas causer de réels problèmes au secteur crypto dans sa globalité. Mais la confiance va être compliquée à reconstruire ces prochains temps quand même, il faut pas l'oublier. Donc voilà, on vient de sortir une semaine assez paradoxale parce que finalement, quand vous avez un effondrement pareil dans le secteur des cryptos, qui, je suis bien d'accord, n'a rien à voir avec le marché suisse ou le secteur des actions en général, eh bien, ça fait pas plaisir et on pensait qu'on pourrait s'en sortir bien pire que ça. Mais heureusement, le médicament miracle est arrivé, le CPI est de notre côté, l'inflation est en baisse, Powell est un dieu. Si l'on regarde les performances de la semaine, eh bien vous avez évidemment le semi-conducteur index qui explose à la hausse avec 11,44% de rebond sur la semaine. Et à l'opposé, vous avez le Bitcoin qui perd 17,7% sur la semaine. Alors c'est assez phénoménal. Parce que d'un côté, vous avez quand même les deux... on disait à l'époque, hein, quand le Bitcoin baisse, c'est un signal comme quoi le reste va baisser. Ben non, pas cette fois. Raté, tout cru, patate crue, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, cette fois, la tech est partie à la hausse et le Bitcoin est parti à la cave. En Brésil, on continue de digérer l'élection de Lula. Le pétrole s'est bien dégonflé. Alors le pétrole, c'est assez marrant parce qu'en début de semaine, il était relativement fort et il s'est dégonflé violemment en milieu de semaine parce qu'on a eu peur de la récession. Et finalement, on aurait pu se dire, si le CPI, l'inflation baisse pour l'instant, et que vu les commentaires de certains économistes, la récession va y échapper, eh bien ça aurait dû soulager un peu le pétrole, mais en fait pas du tout, il est moins 4% quand même sur la semaine, à surveiller pour l'instant, on le verra peut-être plus tard rebondir. Il y a toujours pas mal d'analystes qui parlaient cette semaine en disant que pour l'instant, ça pouvait tenir jusqu'à la fin de l'année, mais on pourrait avoir des mauvaises surprises au niveau du shortage de production en début d'année prochaine, ce qui pourrait laisser voir le pétrole remonter autour des $150. Pour le reste, eh bien, on a eu en Europe l'effet, les Chinois vont réouvrir au début de la semaine, qui ont bien aidé. Vous avez le reste de l'Asie qui se comporte super bien. Ce matin, le Hang Seng prenait encore 6%, donc ça continue dans un rebond assez fou du côté de l'Asie, même si on n'en sait pas plus qu'aujourd'hui. Et puis pour le reste, eh bien, si vous regardez la performance du Dow, du Nasdaq et du S&P, et globalement c'est la journée de jeudi qui leur a fait faire cette hausse, et puis nous on est là au milieu avec le SMI qui ne gagne que 3% durant la semaine, donc pas de quoi se relever la nuit. Voilà ce que ça donne au niveau du SMI, hein. Donc évidemment les plus volatiles sont les plus grands vainqueurs, hein. Si Kagaberik, le jeu JTech, Givaudan, Sonova sont en tête, Sonova qui publiera ses chiffres la semaine prochaine. Et puis pour le reste, eh bien c'est average, et on continue à naviguer. Zurich a publié les chiffres qui étaient beaufs, Roche a pas fait grand chose, Crédit Suisse est toujours en baisse comme toutes les semaines, Novartis n'a pas fait grand chose, Nestlé n'a pas fait grand chose, et finalement c'est un peu le reste qui a tiré, hein. C'est UBS, les Suisse Re qui repartaient à la hausse, Swiss Life qui a sorti également des bons chiffres, on va y revenir. Donc tout ça a relativement bien soutenu l'indice, mais comme d'habitude, hein, quand vous avez le secteur tech aux États-Unis qui rebondit massivement à cause de la potentielle baisse des taux, eh bien c'est forcément pas sur la Suisse qu'on va se reconcentrer en premier parce qu'on n'est pas non plus spécialisé dans la technologie. Du côté du SLI, pas grand chose à dire, si ce n'est que de l'autre côté c'est AMS et Straumann qui cartonnent à la hausse, 27% sur AMS qui est toujours très volatile, qui s'envole à la hausse cette semaine. Et comme vous le voyez, de l'autre côté en cul de peloton, il n'y a pas grand chose à dire puisque finalement il n'y a pas eu ou très peu d'actions qui étaient en baisse cette semaine dû aux médicaments qu'on s'est pris comme injection jeudi après-midi avec l'injection donc du CPI. Voilà ce que ça donne au niveau technique. Nous sommes donc vendredi 11 novembre, il est 9h47 à l'heure actuelle où je suis en train de tourner ce Swiss Bliss et vous voyez que le SMI s'envole littéralement. Alors techniquement, eh bien, on a cassé les tendances baissières sur le SMI depuis j'ai envie de dire un bon moment, mais depuis quelques jours, on est sorti de la moyenne mobile des 50 jours. On a eu cette deuxième accélération ici
qui a pété hier, tout simplement. Hein. On voit cette rupture ici, rupture de petite tendance à court terme. Et puis, on va chercher maintenant la fameuse moyenne des 200 jours. Alors, passera pas, c'est la grande question. Si vous écoutez les gourous du moment, on a encore un rallye de fin d'année qui se prépare. Ça va être de la balle, ça va être trop facile. Et si ça se trouve, on va même retourner au plus haut de tous les temps. Non, là, je déconne un peu quand même, mais c'est vrai que le prochain objectif, c'est la cassure de la moyenne mobile des 200 jours, clairement. Et puis ensuite, on peut aller chercher les sommets ici, autour des 11 750. Il y a encore pas mal de chemin à faire, mais pour qu'on ait cette cassure-là, il va falloir que les grands noms du SMI, comme par exemple des Novartis, commencent un petit peu à se réveiller. Alors vous voyez que ça va relativement bien quand même, mais je veux dire, on serait quand même mieux si Novartis allait chercher les 88. Ce serait pas mal aussi si le bon Rush allait se réveiller et casser rapidement la moyenne mobile des 200 jours à l'heure actuelle. Ce serait pas mal du tout aussi. Donc voilà, tout ça pourrait nous aider à casser cette résistance sur le SMI, à suivre ces prochains temps. On l'espère. Le Swiss Leader Price, c'est pareil. Alors vous voyez, la semaine dernière, j'avais un peu un biais bearish, évidemment. Hein. On a réussi à casser cette tendance que j'ai face à l'instant. Et puis derrière, on n'est même pas venu retester les plus bas. On a continué à la hausse. Et là aussi, on vient chercher clairement la moyenne mobile des 200 jours. Et c'est là qu'il va falloir faire le grand test pour savoir si on est capable de monter plus haut. Alors quand on voit quand même en termes de performance ces derniers temps, quand on voit que depuis le 14 octobre jusqu'à aujourd'hui, le CELI a remonté de 15,47%, on se demande où est-ce qu'il va aller chercher l'énergie pour casser la moyenne mobile des 200 jours en l'espace de moins d'un mois. Ce serait quand même vachement surprenant et vachement spectaculaire, surtout que sans vouloir faire le bear de mauvais augure, j'ai quand même un peu l'impression que l'euphorie dans laquelle on est aujourd'hui n'est basée que sur l'inflation et qu'on n'a pas vraiment réglé tous les problèmes qui nous pesaient sur le dos. Je voudrais juste, avant d'aller plus loin, parce que bon, c'est pas le but du jeu dans le Swiss Bliss, mais j'aimerais quand même vous montrer le S&P 500 que l'on voit ici. Et vous voyez que par rapport à l'Europe ou à la Suisse, qui est quand même déjà vachement bien remontée, puisque la Suisse se bat avec la moyenne mobile des 200 jours, alors que le S&P a encore, en tout cas, pratiquement 150 points à faire. Alors peut-être qu'il les fera ce soir. Mais donc, il va aller chercher également cette moyenne mobile, mais aussi cette tendance baissière qui passe par le sommet du mois d'avril 2022, l'autre sommet du mois d'août 2022, juste avant Jackson Hole. Et donc, il va falloir tester et réussir à casser pour dire que quelque chose a changé. Si on ne teste pas, je pense quand même qu'il y a un risque qu'on refasse un truc comme ça. La grande question qu'on peut se poser aujourd'hui au niveau du S&P 500 ou au niveau des autres indices, parce que si je vous montre par exemple le graphique du Nasdaq, alors lui il est encore à des années-lumière de revenir sur la moyenne mobile des 200 jours, vous voyez le chemin qu'il y a à faire sur le Nasdaq, mais si on regarde ce mouvement dans lequel on est pour l'instant, eh bien il a été fait sur une seule donnée, il y a encore 10% de hausse à faire sur le Nasdaq pour aller chercher la résistance des 200 jours. En fait, le mouvement qui a été fait, ce mouvement qui a été initié en l'espace de quelques jours sur le Nasdaq ou sur les autres indices ou sur la plupart des titres d'ailleurs, eh bien, il est principalement dû à une seule nouvelle. Une seule nouvelle. Et cette nouvelle, bien sûr, c'est le CPI. Alors, comme je le disais ce matin, je crois qu'aujourd'hui, quand vous prenez une décision d'investissement sur une seule nouvelle, eh bien, c'est jamais de bon augure parce qu'on dit qu'il faut jamais prendre une décision d'investissement sur un seul chiffre économique parce qu'il peut y avoir des grosses déceptions derrière. Et là, c'est exactement ce que l'on vient de faire. Alors, je ne suis pas convaincu que l'on est en train d'acheter de manière rationnelle et je ne suis même carrément pas convaincu que les clients soient réellement dedans. J'ai plutôt l'impression que ceux qui sont dedans, ils sont soulagés parce qu'ils récupèrent un peu ce qu'ils ont perdu. Par contre, ceux qui sont dehors, les traders, les algos, ils rentrent comme des bourrins parce qu'on a eu tout d'un coup un bon chiffre qui vient de sortir. Dans les nouvelles de la semaine, alors comme je vous l'ai dit au début de ce Swiss Bliss, il s'est pas passé grand chose en termes de nouvelles spécifiques sur les sociétés. En début de semaine, il y a eu 2-3 upgrades, downgrades à droite à gauche, des ajustements de price target, et puis en fin de semaine, tout est monté à cause du CPI. Donc c'est assez simple, c'est une semaine qui est assez basique. Néanmoins, il faut retenir juste 2-3 petits détails. Il y en a un qui est à mourir de rire, il faut quand même que je vous le sorte et que je vous le montre et que je vous en parle 2 secondes. C'est le downgrade que le Crédit Suisse a fait sur Swatch.
Alors, m'en veuillez pas, c'est de nouveau le Crédit Suisse. J'y suis pour rien, hein, c'est quand même pas de ma faute. Comme disait Coluche, c'est dur le vélo, c'est quand même pas de ma faute, c'est les Belges qui gagnent. Et ben là, c'est dur la finance, c'est quand même pas de ma faute si c'est le Crédit Suisse qui se gourre. C'est un peu autre chose, mais bref, peu importe, c'est un peu tiré de tout ça. Salutations à Coluche, tu nous manques. Bref, à côté de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que, eh bien, le Crédit Suisse a downgradé Swatch cette semaine. Alors, tenez-vous bien. Commençons. Alors, on va garder un peu le suspense. Hein. Le Crédit Suisse a downgradé Swatch, d'abord parce qu'il pense que le profil d'opportunité risque de l'horloger ne convainc pas les analystes qui pointent notamment du doigt les nuages qui s'accumulent sur les perspectives conjoncturelles. Donc les mecs, ils ont downgradé Swatch en début de semaine, sous principe et en partant du principe que finalement l'avenir était tout pourri, et puis 2 jours après, le marché il explose, parce que finalement l'avenir il est génial, parce que l'inflation est sous contrôle, qu'il n'y aura pas de récession, c'est Krugman qui l'a dit, c'est génial, tout va bien, on va continuer de monter encore, et puis encore si ça se trouve, puisque la semaine passée on en parlait, et les Chinois vont pouvoir ressortir de Chine parce qu'ils vont faire sauter la loi zéro Covid. Et donc, du coup, ça devrait bénéficier à tout le luxe. Et apparemment, Swatch, ça fait un tout petit peu partie du secteur luxe aussi. Mais c'est une autre histoire. Bref, donc du coup, Crédit Suisse, perspective conjoncturelle très très noire. Donc du coup, on downgrade Swatch. Alors, avant le downgrade, ils étaient sur Outperform avec un target à 360 francs suisses. Et là, en début de semaine, ils l'ont downgradé. Ils le mettent sur Underperform avec un target à 180. Alors moi, je n'appelle pas ça du downgrade, j'appelle ça de la chasse à court. Hein. Il n'y a rien d'autre, c'est un massacre, c'est pas un downgrade, c'est juste que le gars il dit « Merde, j'ai oublié de corriger les chiffres de Swatch. Attendez, je m'y remets. Ah ouais, ben non, désolé. Forcément, le CPI est monté et puis la récession arrive. Alors bam, on divise par 2 le price target et on passe de surpondérer, donc d'en mettre beaucoup plus que le reste des actions dans vos portefeuilles, à surtout tout vendre et puis plus rien avoir. Donc c'est assez spectaculaire et j'adore ce genre de recommandations, j'adore ce genre de downgrade parce que ça montre le fait que l'économie, l'analyse financière, c'est vraiment une science, mais exacte, comme on n'a pas idée. Alors au passage, Richemont se fait déglinguer également dans l'histoire, ça c'est un grand classique, hein, c'est la même chose, ils font des montres, tout le monde leur tire dessus, mais voilà, c'était à cause du Crédit Suisse. Et puis alors quand on regarde le chart, c'est là où ça devient quand même encore plus drôle. Voilà. Ça c'est le graphique de Swatch, excusez-moi mon fou rire, mais ça devient vraiment hilarant. Ça c'est le graphique de Swatch. Alors, si vous regardez ici, là, vous voyez ce point bas, là, autour de 237 francs, c'est le downgrade du Crédit Suisse. Donc là, elle vaut 250, le Crédit Suisse downgrade Swatch, elle va à 237. Donc Swatch termine sa journée ce jour-là, après le downgrade à 237,60, et 2 jours après, il y a le CPI qui sort, et on monte à 267. Donc j'adore, hein. Ici vous dites à vos clients, faut tout vendre parce qu'on va à 180, ici. Alors qu'avant on avait un target là. Et puis entre deux, on a déjà fait bientôt plus de chemin pour retourner tout en haut que d'aller jusqu'en bas. Donc voilà, l'analyse technique ça veut rien dire, évidemment, mais le rebond de Swatch entre le downgrade et finalement la clôture de l'autre soir est juste impressionnante puisqu'on a quand même repris quasiment 12% depuis qu'on nous a dit de tout vendre. Alors si vous avez encore le moindre doute sur la théorie du downgrade, pareil, hein, donc Richemont est revenu sur le downgrade qui ne le concernait pas mais qui concernait uniquement Swatch, est revenu sur la moyenne mobile des 50 jours à 101,50 et tout à l'heure, bon ça a rebaissé depuis, mais ce matin on est monté jusqu'à 130 francs suisses. Alors là-dessus, si vous me dites qu'il n'y a pas des shorts dans le marché et puis que c'est pas des systèmes électroniques qui traitent comme des bœufs, je sais pas ce qu'il faut me raconter sur les marchés, mais je peux pas croire une seconde que ce genre de comportement est humain en ce moment. Autrement, on a encore 2 choses à noter. Swiss Life qui a sorti des bons chiffres, mais c'est pas facile quand même, donc du coup, pas monstre euphorie sur le titre. Mais comme depuis le CPI est sorti, eh bien, finalement, eh bien, ça continue à monter tranquillement, donc il n'y a pas grand chose à dire. De toute façon, Swiss Life, le seul truc qui nous intéresse, c'est que le dividende est vachement sympa. On notera aussi que ça secoue chez Temenos, puisqu'il y a pas mal d'actionnaires principaux qui sont en train de râler, qui demandent le départ du manager, qui sont en train de... Certains augmentent leur participation au capital, donc ils sont en train de mettre un immense management shake-out. Ils veulent que ça bouge, ils veulent qu'il se passe quelque chose sur Temenos, et donc ça a aidé un petit peu le titre cette semaine, parce qu'on voit qu'il est en train de vivre un changement radical de culture d'entreprise, et ça motive un tout petit peu et les investisseurs, mais aussi les spéculateurs, puisqu'ils se disent, si les gars ils veulent faire un grand coup de sac, c'est aussi à terme pour rendre la marée un peu plus belle et essayer de attirer de nouveau ces gros fonds qui voulaient acheter Temenos à l'époque à 140.
Alors comme vous le voyez sur le graphique, c'est pas l'euphorie non plus, mais je veux dire, on est quand même bien remonté depuis les 55 il y a quelques jours, et aujourd'hui on est à 63, 65 francs suisses. Il y a encore du chemin à faire, mais si il y a un gros changement dans le management, ça peut générer quelque intérêt à droite et à gauche. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette semaine un peu folle. Et un peu, quand je dis un peu, je suis vraiment gentil, c'est du délire pur et dur, et ça risque de continuer encore la semaine prochaine, même s'il y a moins de chiffres économiques méga importants, il y aura encore 2-3 publications importantes la semaine prochaine, mais globalement, on arrive au bout de la saison des earnings, on arrive au bout de la grosse publication économique, et on sait que tout va bien se passer à l'avenir. Bref, on vit dans un monde fabuleux, et comme tout va bien, et que si ça se trouve, on est en train de régler le problème du changement climatique, tout ça grâce au CPI, eh bien on se réjouit de passer directement de l'automne au printemps à partir de la semaine prochaine, puisque c'est trop ennuyé l'hiver, il fait trop froid, et ça nous évitera d'avoir des coupures de chauffage. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, et puis eh ben, on se retrouve comme d'habitude tous les lundis matins pour un nouveau Morning Bull live. Et puis le prochain Swissbeat, ce sera bien sûr vendredi prochain. Passez un excellent week-end et je me réjouis déjà avec une joie immense de vous retrouver lundi matin. Profitez bien. Bye bye.